Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Dutreil. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Écoutez, ça fait plaisir de vous avoir vraiment et d'avoir que vous avez répondu à notre invitation. D'abord parce que vous faites partie de, je ne dis pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont trop rares, mais enfin, ils sont quand même assez rares, des gens qui savent ce dont ils parlent. Très, très souvent, sur les plateaux de télévision ou de radio, etc., on a des discoureurs de fond. Et allez, on va pas les accabler, mais certains généraux de plateau, médecins de plateau, experts de plateau. Alors, je n'ai rien contre les experts, mais encore faut-il qu'ils aient la compétence de ce qu'il y a à vous. Je rappellerai simplement pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, que vous êtes ancien ministre des PME, des petites et moyennes entreprises, ancien ministre de la réforme de l'État, que vous êtes membre honorable du Conseil d'État, diplômé de l'ENS et de l'ENA, vous avez été député de l'Aisne et de la Marne, et dans le secteur privé, parce que c'est important, vous êtes entrepreneur, vous êtes président de la filiale nord-américaine du groupe LVMH, puis investisseur et dirigeant de PME, avant de développer l'activité capital investissement de la Banque Mirabeau. Vous êtes administrateur de plusieurs PME, et vous êtes officier de la Légion d'honneur. Alors, Renaud Dutreil, justement, je voudrais aborder l'actualité par rapport à quelque chose qu'on veut détricoter, qui s'est s'appeler le pacte Dutreil. Je rappelle mais vous allez en parler mieux que moi. Bien sûr, c'est confier une entreprise, les entreprises familiales, la perpétuité des entreprises familiales, confier une entreprise à ses descendants à moins de frais depuis 2003, donc c'est en 2003, en exonérant d'impôts 75% de la valeur transmise. Eh bien, ce rapport, ce pacte Dutreil est dans la tourmente. Il est remis en question dans l'examen du budget. Il n'a pas été voté, ce budget, pour le moment. Et puis, il y a un rapport de la Cour des comptes aussi dont on va parler. Alors, je voudrais que vous rappeliez justement ce pacte par rapport à la transmission familiale, par rapport à la transmission tout court d'ailleurs. Mais très volontiers. Donc, pour avoir une vue un petit peu d'ensemble de nos économies, dans les pays développés, nous avons 3 formes de capitalisme. Donc, il y a un capitalisme d'État, ça veut dire que c'est l'État qui est actionnaire des entreprises. Il y a un capitalisme très anglo-saxon, qui est très financiarisé également, où les actionnaires sont représentés par des professionnels du capital investissement, des asset managers, des gens dont le métier est d'être actionnaire. Et puis, vous avez la 3e forme de capitalisme, qui est le capitalisme familial. Et il se trouve que l'Europe est essentiellement constituée d'entreprises familiales. Essentiellement, ah oui. À quelle proportion à peu près? On a idée, Renaud Dutreil? Alors, tout dépend des tailles d'entreprise que l'on considère, mais si on regarde les ETI, c'est très important parce que ce sont les entreprises de taille intermédiaire. Oui. Elles constituent un peu l'ossature de notre économie. Eh bien, sur ces 6000 ETI que nous avons en France, il y en a 52%, donc un peu plus de la moitié, qui sont des entreprises familiales, détenues par la famille du fondateur ou par le fondateur lui-même. Et puis, à peu près 15% qui ont une famille comme actionnaire de référence, minoritaire, mais de référence. D'accord. Donc, ça fait à peu près les 2/3 des entreprises françaises de taille intermédiaire qui sont liées de façon à la fois capitalistique et puis en même temps managériale à une famille. Alors, dans les autres pays, c'est encore mieux, si j'ose dire, puisque l'Allemagne a une économie essentiellement constituée d'entreprises familiales. C'est ce qu'on appelle le fameux Mittelstand allemand. C'est la même chose en Italie, où la plupart des PME, des ETI sont familiales. Et dans ces pays, ce que l'on constate, c'est que la transmission intrafamiliale est beaucoup plus importante que chez nous. En Suède, on a 80% de transmission intrafamiliale. En Allemagne, on est à plus de 60%. En Italie, à plus de 70%. Et nous ne sommes qu'à 20%, ce qui est très, très peu. Ça veut dire que nos belles entreprises, elles sont rarement transmises à l'intérieur de la famille. Et donc, juste un mot justement, est-ce que c'est la culture française? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette quand même assez étonnante disparité entre certains pays européens que vous évoquez et la France? Il y a 3 choses, à mon avis. La première, c'est que pour un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, la question se pose
au moment de la transmission, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau que je transmets à mes enfants? Ouais. Est-ce que c'est un patrimoine avec le potentiel extraordinaire que représente une entreprise familiale, l'ADN de la famille, la possibilité de poursuivre l'aventure? Ça, c'est le bon côté des choses. Et puis, il y a souvent aussi, notamment en France, le sentiment que c'est peut-être un fardeau que je vais transmettre à mes enfants. Ouais. Et donc, dans ce cas, je préfère vendre mon entreprise et puis en recueillir la valeur et à ce moment-là, avoir une activité d'investisseur dans un family office ou peut-être couler des jours heureux sans avoir préoccupation de gérer une entreprise. Et faire des donations à mes enfants, voilà. Voilà. Et malheureusement, on a très souvent en France, du fait d'une culture politique et sociale qui est hostile aux entrepreneurs, eh bien, une sorte d'appréhension à transmettre à l'intérieur de la famille. Des parents qui disent, finalement, est-ce que c'est un cadeau à faire à nos enfants que de leur transmettre ces responsabilités très lourdes qui impliquent évidemment le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire d'avoir tout son patrimoine dans une seule entreprise qui est l'entreprise familiale. D'accord. Alors, Dieu merci, nous avons à peu près 20% des entreprises qui sont transmises à l'intérieur du cercle familial. Et c'est un énorme atout pour un pays. Nos voisins l'ont bien compris, les Italiens, les Allemands, les Suisses, les Suédois, puisque ça enracine l'entreprise dans le territoire. Ouais. Finalement, dans le monde que nous connaissons, les entreprises sont un peu à roulettes. On peut déménager les machines, on peut transférer les personnels, les murs, on peut les reconstruire ailleurs. Et donc, tout est mobile. Mais ce qui maintient une entreprise dans un territoire, c'est bien souvent ses racines familiales et le fait que l'entreprise appartient à une famille qui, elle, est bien enracinée dans un pays en France. Donc, c'est très important d'avoir cette vision des entreprises familiales un peu comme des arbres qui ont des racines et qui tiennent au sol par ces racines familiales. Alors ça, c'est très important. Effectivement, c'est ce pacte qui date aujourd'hui de plus de 20 ans et où vous aviez effectivement eu des exonérations, etc. Et aujourd'hui, apparemment, on veut détricoter le pacte Dutreil. Selon la Cour des comptes, on dit oui, mais ça va coûter, vous comprenez, à l'heure où on cherche des milliards désespérément, le coût estimé du pacte Dutreil, c'est 5,5 milliards d'euros. Donc, il faut détricoter tout ça. Quelle est votre réaction? Alors, chacun connaît la fable de La Fontaine, la poule aux œufs d'or. La poule merveilleuse pond chaque jour plusieurs œufs en or et il est tout à fait logique que l'État vienne prélever sa part sur cette ponte. Mais lorsque l'État vient arracher une aile ou une patte à la poule, il la tue et c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Vous avez toute une partie de la classe politique qui a envie d'arracher aux entrepreneurs une patte, une aile et parfois même la tête pour combler ce trou sans fond qu'on appelle le budget de l'État. Ouais. Et en faisant cela, eh bien, tout simplement, on détruit un capital productif qui nous sera nécessaire non seulement aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, c'est un peu un suicide collectif que de vouloir prélever la substance même des entreprises à travers des impôts qui portent sur le capital productif. Les bons impôts sont les impôts sur les flux, mais pas sur les stocks. Ouais. Or, comme le dit bien La Fontaine, on peut prélever un œuf ou deux, mais en revanche, prélever la nature même de l'entreprise, sa valeur profonde, et notamment en l'arrachant à une famille, eh bien, c'est souvent un peu suicidaire. Et malheureusement, une partie de la classe politique n'a pas compris ça, et continue à voir dans ces familles qui enracinent les entreprises des riches qui sont aujourd'hui devenus la cible d'une sorte de rage sociale confiscatrice. Et on a beaucoup de mal à ramener en fait des hommes politiques ou des femmes politiques à la raison en leur disant « Attention, si vous dépeuplez la France d'entreprises familiales, vous aurez à la place des entreprises qui seront contrôlées et possédées par des gens qui seront à Wall Street, qui seront en Asie, qui seront... Et qui n'en ont rien à faire de l'âme de l'entreprise, de quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Voilà, et eux ne feront aucun cas des intérêts français et ils déplaceront les actifs des entreprises en fonction d'impératifs de rentabilité, souvent à court terme, comme on le voit dans le capital investissement où les délais de retour sur investissement sont de l'ordre de 4, 5, 6 ans, donc c'est des délais très courts, ou évidemment sur les marchés financiers,
où on peut très rapidement échanger des titres d'une entreprise et faire passer la propriété d'une entreprise d'une main à l'autre. Donc, ceux qui s'attaquent au capitalisme familial sont les idiots utiles de Wall Street en réalité. Et ils font le bonheur du capitalisme financier qui, lui, n'a cure des intérêts de la France. Mais alors, comment vous expliquez justement, alors c'est intéressant, vous avez baigné dans le marigot politique, dans le sérail, vous en connaissez les détours. Renaud Dutreil, comment vous expliquez qu'une partie de la classe politique, y compris d'ailleurs ceux qui se prétendent progressistes, sont prêts à vendre, même s'ils ne le savent pas, à l'insu de leur plein gré, ces entreprises familiales à Wall Street ou ailleurs, alors que justement, ils clament leur hostilité totale au mondialisme, etc. Quand vous expliquez, vous les avez assez connus, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce niveau? Alors, c'est le problème de l'idiot utile, c'est-à-dire de celui qui fait le bonheur d'un adversaire en croyant faire celui du peuple. Donc aujourd'hui, une large partie de la gauche, mais pas seulement, une large partie du centre également, ne comprend pas que le capitalisme est un jeu de chaises communicantes, et donc quand on affaiblit une forme de capitalisme, comme le capitalisme familial, on avantage évidemment le capitalisme financier. Ils ne le voient pas, ils ne le savent pas, ils l'ignorent, et certains qui sont un peu plus malhonnêtes ne veulent pas voir cette chose. Moi, j'ai participé à une émission dirigée par Lise Lucet, et je lui ai dit à peu près 25 fois, avec des exemples à l'appui, que le pacte Dutreil avait comme ambition de maintenir en France des entreprises, plutôt qu'elles soient vendues, dépecées et déplacées à l'extérieur. Eh bien, à aucun moment dans son émission, ce que j'ai dit sur ce point-là n'a été repris. Pourquoi? Parce que ça la gênait terriblement. Sa thèse, c'était de s'attaquer aux riches, c'était pas de défendre l'économie française. Donc, on a malheureusement, par idéologie et par ignorance, une partie de ceux qui parlent aux Français, eh bien, qui cachent cette dure réalité de la vie économique, qui est que quand il faut payer 45% d'impôts, on vend à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est pas toujours un Français, et même dans bien des cas, ça n'est pas un Français. Ben, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, les investisseurs étrangers, enfin 55% ou 52% de l'investissement appartient à des étrangers. Oui. Et donc, les dividendes et les gains en capital qui sont générés, par exemple, par le capital investissement, eh bien, une large partie de cet argent repart à l'étranger. Il ne reste pas en France. Tandis que quand vous avez des entreprises familiales, qui d'ailleurs distribuent moins de dividendes que les professionnels de la finance, qui eux sont sous la pression de leurs investisseurs et doivent rendre aux investisseurs un rendement très élevé dans un délai très court. Bien sûr. Il y a les entreprises familiales, elles conservent la valeur créée par les travailleurs, par les salariés, par les ingénieurs, par les partenaires. Eh bien, elles conservent cette valeur en France. C'est la raison pour laquelle ce pacte, c'est un pilier de notre économie. Et l'ébranler, c'est ébranler du même coup notre économie. Mais alors pourquoi la Cour des comptes, qui en principe, on dit ah oui mais ce sont les experts de la Cour des comptes, ils savent ce dont ils parlent, pourquoi ils se sont mis vent debout contre le pacte, à votre avis? Alors la Cour des comptes, et ça ne nous a pas échappé, est aujourd'hui très proche du Parti socialiste. Encore hier ou ce matin, un rapport de la Cour des comptes estime qu'on ne taxe pas assez les riches en France, tout en expliquant d'ailleurs dans une autre page que la France est le pays où l'on taxe le plus les patrimoines. C'est clair, on le sait. Donc on voit bien qu'une partie de la haute fonction publique aujourd'hui a pris fait et cause pour une idéologie de gauche, et qu'elle n'a plus en ligne de mire l'intérêt du pays, mais la volonté de créer une société égalisatrice. C'est-à-dire que ce sont des hauts fonctionnaires qui se considèrent comme les missionnaires d'une égalisation absolue de la société française, et ils souhaitent aussi bien à l'école d'ailleurs qu'en matière financière couper toutes les têtes qui dépassent. Mais Renaud Dutreil, il faut dire que c'est une fausse égalisation, c'est très important de le montrer. Ce n'est pas, c'est pas une vraie égalisation, c'est une fausse égalisation. La véritable égalité dans la société de l'information, de la connaissance, de la culture où nous sommes, c'est l'école. C'est à l'école que l'on donne les vrais atouts pour réussir dans la vie. Et donc, c'est assez catastrophique de voir que l'école de la République, elle crée
dès le départ, dès le commencement de la vie, une considérable inégalité entre les Français, puisque certains ont accès à une école de qualité médiocre, alors que d'autres ont la capacité à accéder à un enseignement de qualité. Donc l'inégalité, elle naît à l'école. Ensuite, évidemment, vous avez des gens qui sont plus ou moins riches les uns que les autres. Bien sûr. Mais c'est souvent le résultat de leurs efforts, de leur talent, de leur travail, de leur capacité à prendre du risque aussi. Parce que, vous savez, une entreprise familiale, c'est une famille qui décide de mettre toute sa fortune dans une seule entreprise. Imaginez que cette entreprise fasse faillite, eh bien, cette famille se trouve ruinée. Qui, aujourd'hui, en France, accepte de prendre un tel risque? Personne. La plupart des épargnants français, ils mettent leur argent là où il n'y a aucun risque. Donc, on voit bien que leur aversion pour le risque est très forte, très culturelle. Et donc, ils devraient, au contraire, féliciter ceux qui acceptent de prendre du risque entrepreneurial plutôt que de les sanctionner en les déshabillant dès qu'ils ont réussi à se couvrir un peu. Alors justement, de ce point de vue-là, je voudrais juste un moment me faire l'avocat non pas du diable, mais d'un certain nombre de mondialistes. Mais certains vous disent, enfin moi je l'ai entendu aussi dans certaines discussions, ils disent oui d'accord, entreprise familiale très bien, mais supposez, on ne donnera pas des exemples, que l'héritier n'est pas du tout à la hauteur du fondateur, ou même le petit-fils, etc. de l'héritier n'est pas à la hauteur du fondateur. Parce qu'effectivement, sans parler d'entropie génétique, pour avoir des gens, l'inégalité est aussi au sein de la famille. Et qu'est-ce que vous répondez à cela quand vous dites oui, entreprise familiale, d'accord, mais si... La réponse est très simple. Oui. La réponse est très simple. C'est qu'une entreprise familiale n'est pas nécessairement dirigée par un membre de la famille. La plupart d'ailleurs des familles qui ont des entreprises d'une certaine taille confient la direction à des professionnels du management qui sont recrutés sur le marché privé et qui peuvent être simplement sélectionnés sur leur capacité à développer l'entreprise. Et l'erreur que très souvent on commet, c'est de dire une entreprise familiale elle est dirigée par un rejeton et que, évidemment, le rejeton, c'est la loi de la biologie, il n'a pas forcément le talent de son père, de sa grand-mère ou de sa mère. Ouais. Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien distinguer dans les entreprises familiales le management et la gouvernance familiale. La gouvernance familiale peut accueillir en son sein des actionnaires qui sont incompétents sur le management, qui ne travaillent pas dans l'entreprise, qui sont médecins, potiers, coiffeurs, je ne sais quoi encore, mais qui, appartenant à cette famille, vont défendre son ADN, son enracinement territorial, ses valeurs, sa vision du long terme, autant d'éléments qui sont indispensables et qu'on ne retrouve pas dans le capitalisme financier. C'est pour ça que la gouvernance familiale est aussi un lieu très important pour défendre l'intérêt de la France, de notre pays. Parce que c'est là que les racines avec le territoire, avec le pays, se créent et se développent. Et ça n'empêche pas d'avoir un excellent manager qui a été recruté par un cabinet de chasse et qui a fait, après HEC, un très beau parcours dans une grande entreprise. Donc, distinguons bien management et gouvernance familiale. Vous avez raison, mais j'évoquais cet exemple, je ne vais pas donner quelques éléments, mais il y a eu quelques exemples un peu fâcheux de peut-être mauvaise transmission quelque part. Mais enfin, ça arrive, vous allez me dire, dans n'importe quel secteur. Mais je voudrais revenir au fond à cette histoire de la culture de l'entreprise par rapport à ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas quelque part derrière, est-ce que ce n'est pas la financiarisation du monde par rapport à l'économie? Est-ce que ce n'est pas l'impact là, je dirais, non pas la domination, mais qui, si quelque part, finance d'abord, retour sur investissement d'abord, comme vous dites, le plus possible et le plus vite possible, qui a fait que, écoutez, on va pas faire de l'André Gide, mais quelque part, ils se sont retrouvés dans le famille Je vous hais. Au contraire, les familles, et ça c'est des données qui sont vérifiables, distribuent moins de dividendes et sont moins sous la pression du rendement immédiat. Un fonds d'investissement investit de l'argent qui lui a été confié. Tout à fait. Et cet argent lui a été confié avec une mission qui est, dans un délai assez court, entre 5 et 7 ans, de lui délivrer un retour sur investissement qui va être entre 5 et 15%. Donc, les gens qui dirigent cette entreprise, ils sont obsédés par le rendement. Bien sûr. Dans une entreprise, c'est pas le cas, parce qu'il y a des distributions de dividendes, bien sûr, mais l'essentiel, c'est de conserver l'entreprise en bon état, en capacité de croissance,
et de faire en sorte qu'elle puisse être passée à la génération d'après. Donc ces deux lectures du rendement montrent que l'intérêt d'un pays, il est souvent à défendre le capitalisme. Tout à fait. Mais Renaud Dutreil, je suis totalement d'accord avec vous. La question que je posais, c'était en fonction de fait que les princes qui nous gouvernent, quel que soit leur, sont plutôt des financiers que des familiaux, et qu'ils ont envie de défendre. Voilà, c'est en ce sens-là. Bien sûr. J'adhère tout à fait à ce que vous dites. Mais en fait, ils disent ah non, mais c'est fini ce schéma de l'entreprise familiale. Quand je caricature, mais à peine, c'est fini. Allez, maintenant, c'est le marché. Allons vers le marché. C'est comme ça qu'on va se moderniser. Le marché, c'est très bien si on a, comme les anglo-saxons, une capacité à gérer des liquidités extrêmement importantes. Mais en France, où il n'y a pas de fonds de pension, il y a très peu de liquidités qui peuvent s'investir à risque dans les entreprises. Vous avez 6 000 milliards aujourd'hui d'épargne financière en France. Une très faible partie de cette épargne financière est investie dans les entreprises. La plupart des épargnants français mettent leur argent dans des produits sans risque. Alors que dans les pays anglo-saxons, parce qu'il y a ces fonds de pension, qui sont ce qu'on appelle une épargne longue, patiente, eh bien, il y a la capacité à prendre du risque, et donc le schéma est très différent. Mais dans un pays comme la France, tout confié au marché, c'est tout confié à Wall Street, en fait. Oui, alors, mais c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, je reviens à ça. La question que je vous ai posée avant, c'est quand même comprendre la structure mentale ou le schéma mental d'un certain nombre de gens qui savent ce que vous dites et qui sont, je pense, sur le fond d'accord avec ce que vous dites, mais se comportent comme des mondialistes wall-streetiens déchaînés. Et j'ai eu récemment un débat sur ce même sujet avec un député communiste, et je lui ai démontré qu'il était, sans être rémunéré d'ailleurs, un collaborateur gratuit des investisseurs de Wall Street. Et il en était tout surpris, mais il ne savait pas quoi répondre, parce que c'est incontestable. Lorsque vous affaiblissez des entreprises familiales, vous faites le lit d'investisseurs internationaux qui sont ravis de pouvoir acheter à bon compte de belles entreprises françaises. Bien sûr, et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. On ne va pas énumérer, vous le savez. Alors, il y a cet exemple fameux qui m'avait frappé, d'ailleurs moi-même, de UPSA. Tout le monde sait ce que c'est que UPSA, puisqu'on a tous à un moment donné un peu besoin d'aspirine. Et donc, UPSA, c'était une entreprise familiale. Le laboratoire, très connu, oui. Voilà, et qui a été vendu à un laboratoire américain uniquement parce que la famille n'avait pas assez d'argent pour payer l'impôt extrêmement élevé que, à l'époque de Mitterrand, la France avait mis en place dans notre pays. Et des cas comme ça, il y en a des dizaines, dizaines. On a bradé une partie de notre patrimoine national. Par taxation absolument excessive. Par un impôt confiscatoire qui était beaucoup trop élevé pour que les familles puissent s'en acquitter sans être contraintes de vendre les titres de leur propre entreprise. Donc, on a en fait dépossédé non seulement des familles, mais le pays d'entreprises qui jouaient un rôle important. C'est très intéressant, mais c'est vrai, c'est très révélateur, hélas, de ce qui s'est passé. Et Renaud Dutreil, alors élargissons un tout peu le scope par rapport à l'Europe. Est-ce que vous trouvez que ce qui s'est passé avec l'Union européenne depuis ces 30 ou 35 dernières années, etc., depuis Maastricht ou même avant, le marché a poussé dans cette direction que vous dénoncez ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'échelle européenne? Il faut aujourd'hui ouvrir les yeux, y compris lorsqu'on a été très pro-européen. Pendant très longtemps, l'Europe s'est construite dans ce qu'on a appelé la globalisation heureuse, c'est-à-dire un mouvement très idéaliste où l'on pensait que le commerce allait rassembler les peuples et créer la paix sur toute la planète. Bon, il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui pour s'apercevoir que nous sommes passés de la globalisation heureuse à la déglobalisation compétitive, voire hostile. Donc nous sommes passés d'un monde de bisounours à un monde où les nations sont en lutte les unes contre les autres, parfois de façon armée, on l'a vu dans de nombreux théâtres d'opération, mais également à travers les entreprises. L'économie est devenue la principale arme dans la lutte des nations pour leur survie.
Aujourd'hui, que fait Donald Trump? Il est en train de siphonner l'épargne du Japon, de la Corée et des pays européens pour l'investir massivement dans le futur de l'économie américaine. C'est une stratégie délibérée et il n'y a que les Européens, avec leur naïveté sans nom, pour ne pas s'en apercevoir. Lui, c'est Make America Great Again. Il fait son job. Enfin, il fait le job qu'il a défini. Ouais. Et le problème de l'horloge européenne, c'est qu'elle est restée bloquée à l'heure de la globalisation heureuse. Elle n'a pas vu le changement de paradigme que nous vivons chaque jour et qui implique un repli sur les intérêts des nations, parce que l'Europe aujourd'hui n'est plus capable de défendre le territoire européen. Donc, les peuples n'ont d'autre choix que de revenir à cette vieille notion de nation, et c'est évidemment ce que les Allemands, par exemple, font très bien, ou que les Italiens ont très bien compris. Nous, encore une fois, avec ce podium de la naïveté qui nous caractérise, nous continuons à seriner la chanson de la globalisation heureuse, et nous ne défendons pas les intérêts de la France. Et c'est donc extrêmement inquiétant, cette naïveté que l'on constate au sommet de l'État, et qui nous conduit évidemment dans une impasse. Mais vous pensez, alors juste sur l'Europe, est-ce que l'Europe peut continuer à ce stade? Parce que vous parlez de l'Allemagne, mais même l'Allemagne, vous le savez très bien, ne va pas, on peut pas dire qu'elle va de façon admirable, hein, c'est le moins que l'on puisse dire en ce moment. Est-ce que les structures qui nous gouvernent et cette espèce de loi d'airain ou cette espèce de chape, peut-être pas chape de plomb, mais quand même, elle n'est pas de velours, peut continuer comme ça dans un avenir proche? Je pense qu'il faut revenir à une Europe à la carte. Il faut évidemment ne pas imaginer que la France toute seule va pouvoir développer une économie prospère en tournant le dos à ses voisins européens. Non, il faut faire une économie à la carte, avec une Europe qui soit en fait plus ou moins intégrée en fonction des sujets. Il y a des sujets où on a intérêt à travailler étroitement en collaboration avec nos voisins, puis il y a d'autres sujets où il faut garder notre indépendance. C'est notamment par exemple, pour notre indépendance. C'est le cas de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est évidemment le cas du parapluie nucléaire français qu'il n'est absolument pas raisonnable d'étendre à d'autres pays européens. C'est également le cas de la souveraineté économique, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, c'est le cœur de la souveraineté des nations. Et donc, livrer avec un bel emballage, comme le fait la gauche aujourd'hui, nos plus belles entreprises françaises aux financiers de Wall Street, c'est se mettre sans armes, nus, dans un monde qui est devenu extrêmement violent. C'est un véritable suicide, je dirais même que c'est une forme de trahison. C'est-à-dire que c'est vraiment aimer son pays aujourd'hui, c'est défendre ses entreprises. Ça n'est pas les livrer en pâture aux appétits de la finance mondiale. Donc je crois qu'il y a beaucoup de naïveté, beaucoup d'ignorance, mais il y a aussi beaucoup de cynisme. Vous avez toute une partie de la gauche qui trouve plus commode de désigner comme bouc émissaire ceux qui ont réussi, les entrepreneurs, plutôt que de défendre les intérêts du pays. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est que cette mélopée, cette espèce d'antienne continue le plus belle, mais comme vous dites, quand vous démontrez à un député communiste qu'il collabore avec Wall Street, évidemment, à son insu, c'est quand même très frappant. Est-ce que c'est, justement, je voudrais parler culturellement là, dans cette partie, Renaud Dutreil, est-ce que c'est quelque part quand même l'ignorance économique ? L'ignorance, j'allais dire crasse, en tout cas d'un certain nombre de gens qui, au fond, on leur a rien appris à l'école là-dessus, ni même peut-être à l'université, et qui ne connaissent pas grand-chose et qui, malgré tout, parlent, je dirais, légifèrent là-dessus. Il y a deux façons d'apprendre. Il y a deux façons d'apprendre. On peut apprendre dans les livres. Et c'est vrai que dans les livres, à l'école, on n'apprend pas beaucoup ce qu'est l'économie moderne. Et puis, il y a une autre façon d'apprendre qui est de vivre dans les entreprises. Et nos voisins suisses, par exemple, ont très bien compris que la meilleure façon de former leurs jeunes, c'est de les envoyer dès 16 ans en apprentissage dans les entreprises avec toutes sortes de débouchés possibles. Et on retrouve d'ailleurs à la tête de géants mondiaux de jeunes Suisses qui ont démarré en apprentissage à 16 ans. Donc, cette vision un peu bourdieusienne qui méprise l'apprentissage et la formation pratique en entreprise nous a causé le plus grand tort. Nous ferions mieux de conduire chaque génération vers les lieux où l'on travaille, les lieux où l'on investit, les lieux où l'on crée,
Et ces lieux, ça s'appelle l'entreprise. Et c'est vrai qu'il serait temps quand même de revenir à ça, mais vous savez, on préfère fabriquer des sociologues, des psychologues ou autres logs que je ne nommerai pas. Dernière question, Renaud Dutreil, au fond, parce que c'est une question culturelle de base. Comment changer cette espèce de logiciel culturel et quand même... Et je veux dire, la France regorge de choses. Vous voyez, on était en train de parler de ce qui se passe avec l'agriculture. On était en train de massacrer, ou j'exagère à peine, un certain nombre de cheptels. On est en train de voir que, effectivement, au nom de l'environnement et autres, on est en train de vraiment de réduire les paysans à leur portion plus que congrue. On voit ce que vous avez dit sur les entreprises et c'est même pas la haine du riche, c'est le côté allez, taxons les riches, et les gouvernements disent taxons les épargnants, taxons. C'est devenu l'horizon absolument illimité de la France d'aujourd'hui. Taxons. Oui, alors il y a une chose très simple à avoir comme objectif, c'est de ramener la dépense publique en France, qui représente 57% de la richesse nationale, en dessous des 50%, c'est-à-dire à peu près la moyenne européenne, et se désintoxiquer de la dépendance envers la dépense publique. Hier matin, le Premier ministre a envoyé une lettre aux entrepreneurs qui est édifiante sur sa vision de l'entreprise. Pour lui, l'entreprise doit dépendre de l'État. C'est l'État qui lance les commandes publiques, c'est l'État qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, réglemente la vie de chaque heure, de chaque minute dans les entreprises. Donc cette vision d'un État qui est comme une sorte de mère généreuse doit être aujourd'hui contrebattue, parce que l'État aujourd'hui, c'est plus une mère généreuse, c'est un prédateur qui ne rend plus le service. C'est une marâtre. C'est une marâtre et qui ne rend absolument plus le service essentiel. Ce sont trois choses, trois socles: le savoir, la sécurité et la santé. Et donc, la mission de l'État, c'est ces trois choses. Et il faut ramener l'État dans son lit. C'est comme un fleuve qui a débordé. Il inonde l'ensemble de la société française. Il faut le remettre dans son lit, exactement comme après une crue. Nous vivons aujourd'hui un épisode de crue de la dépense publique qui a envahi la vie de chaque Français. Il faut remettre l'État dans son lit et qu'il fasse ce pourquoi il est fait: le savoir, la santé et la sécurité. Ah, Renaud Dutreil, on va vous traiter d'ultralibéral encore. Alors, aujourd'hui, la plupart des nations qui sont peu libérales, comme la Chine ou comme la Russie, etc., défendent leurs entreprises. Donc, c'est pas du tout de l'ultralibéralisme, c'est simplement être attaché à son pays, aimer son pays. Il y a une forme aujourd'hui d'amour pour son pays qui consiste à dire « je veux pas que mon pays devienne pauvre ». Or, c'est exactement ce qu'on est en train de fabriquer. On est en train d'aller tranquillement vers un nouveau tiers-monde, un tiers-monde inversé, dans lequel vous auriez la France parmi les pays pauvres et la Chine parmi les pays très riches. Hier matin, on me montrait un cours de géographie fait par un professeur de géographie dans une école, et le professeur de géographie expliquait que l'Inde et la Chine étaient des pays du tiers-monde et que la France était un pays riche. Et le manuel qu'il utilisait datait de 2007. Donc, 2007. Évidemment, avec une école qui enseigne ce genre de contre-vérité, on est assez mal parti. C'est clair, c'est clair. Dernière chose, le budget va être voté, à votre avis, avant le 31 décembre 2025 ? Et est-ce qu'ils vont On a moins besoin d'un budget que d'un gouvernement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est évidemment que le Premier ministre remette sa démission et demande au président de la République, toute raison gardée, de redonner la parole aux Français pour que les Français, après un vote, une élection présidentielle, puissent redonner à la France ce dont elle a besoin, c'est-à-dire un exécutif qui a une vision, un cap, et qui, évidemment, définissent une politique. Donc, Renaud Dutreil, c'est pas seulement le Premier ministre qui doit démissionner, à votre avis ? Non, parce que si seul le Premier ministre démissionne, connaissant le monde politique qui va essayer de vivre sa vie moribonde jusqu'à l'élection présidentielle, on va encore perdre 18 mois. 18 mois dans la vie d'un pays, c'est pas rien. Si on ne veut pas gaspiller ce temps-là, pendant lequel les autres investissent massivement dans la technologie, le progrès scientifique et d'autres, eh bien, il faut précipiter les choses. Nous sommes dans une impasse, il faut en sortir, et il faut donc
que nous puissions avoir des élections présidentielles le plus rapidement possible. Et ben voilà. Et voilà les hommes ou les présidents avertis en Val 2. On verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a... Effectivement... Est-ce qu'il y a... Renaud Dutreil, je crois que nous avons des auditeurs. Les questions, non, les gens étaient justement plutôt satisfaits de ça. Ils disaient qu'ils étaient plutôt d'accord avec vous, mais il n'y a pas de questions particulières. Alors, Renaud Dutreil, merci beaucoup. Merci vraiment de vos éclaircissements. C'était très informé, ça on le sait. Mais je pense que la transmission, justement, elle doit aussi passer pas seulement par l'entreprise familiale, mais par votre entreprise, par vous, par nous, aux personnes qui savent à quelle sauce on essaye de les manger. Merci.